Salut à tous, les développeurs, les geeks, les technophiles. Imaginez un monde dans lequel Google n'est plus le roi. Un monde dans lequel il est possible de compter aussi bien qu'aujourd'hui on va googler. Je vous invite à plonger avec moi au cœur du procès antitrust qui a secoué la tech 20 ans après le célèbre procès contre Microsoft qui avait failli procéder à son démantèlement. Google sort lui aussi entier du tribunal, mais tout n'est pas rose pour lui pour autant. Les juges ont imposé des restrictions à Google. Alors, efficace ou pas? C'est justement le sujet de notre podcast. Et au passage, on parle d'IA, d'illusion de concurrence, et peut-être même du démantèlement d'AT&T en 1984, qui, hasard du calendrier ou pas, nous a peut-être évité un monde orwellien. Plongeons ensemble dans celui que l'on surnomme déjà le procès du siècle. Un nom imprudent, selon moi, car si ce premier quart de siècle est sans conteste celui des GAFAM, les prochaines années pourraient nous surprendre. Les États se rebellent et ce gigantesque procès sonne comme une déclaration de guerre. Le département de justice américain pourrait demander à un juge de contraindre Google de céder son navigateur Chrome et son système d'exploitation Android. AGFI, octobre 2024. Mais déjà, c'est quoi un procès antitrust? Un trust, c'est quand une entreprise ou un groupe d'entreprises exerce un monopole sur un secteur. L'objectif des lois dites antitrust, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'abus de position dominante, c'est-à-dire éviter qu'une entreprise soit tellement puissante qu'elle puisse supprimer toute concurrence dans son domaine. Pour que ça soit plus concret, on va imaginer un exemple qui est bien sûr fictif. Une entreprise qui vend du café, prenons Starbucks par exemple, parce qu'on connaît tous cette entreprise, est dominante dans son secteur. D'un seul coup, elle décide de vendre ses cafés à 10 centimes unité. Évidemment, les clients affluent dans les cafés Starbucks. Starbucks va perdre beaucoup d'argent pendant cette opération, mais elle a beaucoup de réserves de cash, donc elle va pouvoir supporter cette opération. Par contre, la concurrence perd ses clients, et pour la concurrence, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Tout le monde fait faillite. À la suite de cette période, Starbucks est seule entreprise à vendre du café dans le pays, et donc elle va passer ses cafés à 10 € unité. Ça, c'est un cas concret d'abus de position dominante. Starbucks n'aurait plus aucun concurrent et peut faire ce qu'elle veut au détriment des consommateurs. Mais alors, qu'est-ce qui est reproché à Google? On va faire un petit retour en arrière. En 2020, le département de la justice américain, qu'on appelle le DOJ, a lancé une procédure contre Google. Donc là, pour bien comprendre, c'est l'État américain qui attaque Google en justice. Google est un monopole et il agit comme tel pour maintenir son monopole. Juge Meta dans sa décision sur le marché de la recherche web. L'accusation, c'est d'avoir maintenu illégalement un monopole sur la recherche en ligne, notamment en achetant l'exclusivité sur des milliards d'appareils, iPhone, Samsung Galaxy, ou des navigateurs comme Safari ou Firefox. Concrètement, Google, par exemple, offrait 20 milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de l'iPhone. Ce contrat, il a été rendu public lors de ce procès et il est colossal. Alors des fois, dans les milliards, on s'y perd un petit peu, mais il faut bien se dire que ça représentait à certains trimestres 17,5% des bénéfices de Apple. Le risque, évidemment, c'est un monde où tout passe par Google, directement ou indirectement. Le procès a duré 10 semaines début 2023. Et donc, ce 2 septembre 2025, le verdict est tombé. Pas de démantèlement, mais des mesures correctives. On note que ça se fait évidemment au grand soulagement de Google, mais peut-être plus étonnant, ça se fait aussi au grand soulagement de Mozilla, la maison mère de Firefox, qui est censée être une des victimes de ce système. Le problème, c'est que Mozilla survit en grande partie grâce au chèque de Google pour que, justement, le moteur de recherche Google soit par défaut sur le navigateur Firefox. Et donc, interdire ce chèque, ça aurait pénalisé Google, mais ça aurait peut-être fait couler Mozilla. C'est dire à quel point ce procès était complexe dans ses implications. Face au risque de démantèlement, Google remporte une importante victoire et conserve Chrome. Le Point, 3 septembre 2025.
Alors, la conclusion du procès, pas de découpage à la scie, mais quand même quelques coups de marteau sur les doigts. Donc en pratique, rien de spectaculaire, Google conserve Chrome et Android. L'entreprise devra tout de même abandonner ses contrats d'exclusivité, notamment avec Apple et Samsung. Bon, tout ça, la vérité, c'est que c'est assez théorique. Et on n'arrive pas bien à prévoir quel impact réel ça va avoir sur le marché. Parce que ce fameux contrat à 20 milliards de dollars, il a toujours l'autorisation d'exister. Ce qui doit disparaître, c'est la mention du mot exclusif. Et les mauvais esprits diront que on attend le concurrent capable de mettre 20 milliards de dollars par an pour pouvoir concurrencer Google. Et même si ce concurrent existait, et il n'y a que Microsoft qui pourrait faire ça concrètement, hein, c'est pas Quant ou DuckDuckGo qui va proposer ce type de somme, eh bien, c'est pas dit qu'Apple accepte parce que ça voudrait dire baisser la qualité du moteur de recherche par défaut de l'iPhone. Toutefois, si on veut quand même être optimiste, ça laisse la porte ouverte à certains types de solutions, comme par exemple des contrats différents mais au niveau local. Dans tel pays, ça serait un autre moteur de recherche par défaut sur l'iPhone. Ou encore, et là c'est de la spéculation de ma part, ça pourrait laisser la place à des agrégateurs de moteurs de recherche. C'est de la spéculation, mais on imagine facilement l'intérêt que pourrait avoir Apple pour ce type de solution, d'autant qu'elles deviennent possibles techniquement à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça pourrait prendre la forme, par exemple, d'une application de recherche estampillée Apple qui agrège les résultats de plusieurs moteurs de recherche pour proposer le meilleur. En faisant ça, eh bien, Apple reprend le contrôle du marché de la recherche en ligne et va pouvoir panacher les résultats, baissant ainsi la mainmise de Google sur ce secteur. Ce qui est sûr, c'est que Google, surveillé de près par les autorités de la concurrence, a perdu beaucoup de sa capacité à négocier et que ses partenaires comme ses concurrents vont en tirer profit. Sur le terrain d'Android, Google ne pourra plus forcer les fabricants à préinstaller l'ensemble de ses applications pour avoir le droit d'installer le Play Store. Les effets de cette mesure devraient être plus concrets, bien qu'un changement dans les habitudes des utilisateurs risque d'être long. En Europe, ce système, il est déjà en place, puisque la loi oblige Apple à proposer des moteurs de recherche concurrents sur l'iPhone. Ce système, il est en place depuis mars 2024, donc ça fait maintenant plus d'un an, et il n'y a pas eu d'efficacité réelle qui a pu être démontrée. Donc, toutes ces mesures, faut être honnête, on ne sait pas si ça va changer quelque chose. On va dire, pour prendre une analogie, que Google a toujours les clés du portail d'Internet, mais que les concurrents, maintenant, vont pouvoir aller toquer à la porte eux aussi. Sur ces sujets, c'est donc des mesures qui paraissent quand même bien légères face à l'omniprésence de Google. Et on peine à imaginer qu'elles puissent entraîner un changement dans les usages, que ce soit à court ou à moyen terme. Un juge américain ordonne à Google de partager ses données de recherche avec ses concurrents afin d'ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne. Boursorama, 2 septembre 2025. Google va être obligé de partager des éléments clés de son moteur de recherche. En l'occurrence, il va devoir partager son index de recherche, c'est-à-dire la base de données qui contient les milliards de pages web et de contenus que Google a crawlés. Pour mieux comprendre, une des premières étapes pour faire un moteur de recherche, c'est de parcourir le web pour analyser l'intégralité des sites existants sur Internet. Cet index doit être rafraîchi très régulièrement pour que les dernières mises à jour des sites soient reflétées dans les résultats. Donc ça demande une puissance de calcul qui est phénoménale et ça va devoir être partagé. Ça veut dire que des plus petites entreprises qui n'ont pas la puissance de Google vont pouvoir elles aussi avoir accès à un index de qualité. Il va y avoir aussi le partage des signaux de classement utilisés pour ordonner les résultats. Donc on a parlé de l'index qui liste les milliards de sites existants. Le classement, c'est ce qui permet à Google de proposer des sites pertinents en haut de la liste lorsque vous entrez une recherche. En plus de la recherche textuelle, Google utilise des indicateurs qui aujourd'hui ne sont pas officiellement connus pour classer les sites. Par exemple, dans les indicateurs qu'on peut citer, on en connaît quand même certains, il y a la sécurité du site, son accessibilité ou le temps moyen que les utilisateurs restent dessus. Donc les signaux, les critères de classement qui ont été euh, peaufinés par Google depuis des années grâce aux données qu'il avait, devront aussi être partagés. Tous ces éléments, ils vont devoir être mis à disposition à un coût marginal pendant au moins 10 ans. Ça ne concerne pas les données publicitaires, ça ne concerne pas les algorithmes complets.
Mais ça veut quand même dire que créer un Quant ou un Ecosia dans les prochaines années devrait être beaucoup moins cher. Ça devrait atténuer cet effet, vous savez, où quand vous allez sur un autre moteur de recherche que Google, vous avez l'impression que les résultats de recherche sont moins pertinents. Eh bien, c'est cette pertinence qui devrait être possible maintenant pour les moteurs de recherche concurrents. Ceci dit, si on prend un tout petit peu de recul, il y a un concurrent qui a depuis longtemps la puissance de calcul de Google et assez de parts de marché pour peaufiner ses propres critères de classement. C'est Microsoft avec Bing. Et pourtant, ça n'a pas permis à Microsoft de concurrencer efficacement Google. Donc, à nouveau, eh bien, c'est assez difficile de savoir si ces mesures vont vraiment être efficaces. Mais ce qui est quand même sûr, c'est que créer un Quant, un Ecosia ou un DuckDuckGo devrait être beaucoup moins cher dans les prochaines années et on devrait assister à une éclosion de plein de petits moteurs de recherche. Peut-être que certains auront la capacité de faire trembler Google. En plus de ça, il va y avoir un comité technique indépendant chargé de surveiller pendant 6 ans. Mais sa composition et ses pouvoirs restent flous et c'est un petit peu dommage que le juge n'ait pas statué sur les capacités réelles de ce comité. Parce que là, franchement, c'est un petit peu comme si on avait mis un arbitre sur le terrain et qu'on ne savait pas qui c'est et ce qu'il a le droit de faire. Donc, en fait, et bien que ces mesures soient critiquées par certains, le jugement fournit de nouvelles armes contre Google à tous ces petits moteurs qui avaient, malgré l'environnement concurrentiel très défavorable, déjà réussi à exister sur leur marché. L'action Alphabet grimpe en flèche, alors que le juge américain estime qu'un démantèlement de Google n'est pas justifié dans l'état actuel du marché, rassurant les investisseurs. Boursorama, 2 septembre 2025. Mais alors pourquoi une décision si favorable? Il semble que le juge ait considéré que l'essor de l'intelligence artificielle, ChatGPT et consorts, puisse remettre en cause la position dominante de Google sur le marché de la recherche en ligne. Le New York Times, en septembre 2025, disait que l'essor de l'IA a pesé lourd dans la décision du tribunal de ne pas démanteler Google immédiatement, soulignant que de nouveaux concurrents utilisant l'IA créent une concurrence naissante crédible. Donc en fait, là, l'espoir, c'est que l'apparition des agents conversationnels va pouvoir durablement changer les habitudes de recherche des utilisateurs et potentiellement, ça viendrait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et dans ce qui va suivre, ça pourrait permettre de prendre des parts de marché à Google. La réalité, ceci dit, c'est qu'en 2025, Google gère 14 milliards de requêtes par jour. On parle de 100 millions d'utilisateurs mensuels pour ChatGPT. En fait, on voit même des volumes de recherche qui sont boostés sur la période. Alors, c'est vrai que les clics vers les sites baissent d'environ 30%, mais en réalité, c'est le problème des sites web, pas réellement celui de Google, qui reste dans une position hégémonique sur le marché de la recherche. Et même sur le terrain des agents conversationnels, Google propose Gemini ou Gemini, le choix par défaut sur Android, et qui donc est d'ores et déjà une solution d'IA grand public majeure. Mais on note aussi que Google propose les AI Overviews, en français les aperçus IA. Ce sont, vous savez, les petits résumés produits par une IA que vous voyez s'afficher en haut de vos recherches et qui sont visibles par près de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Visible ne veut pas dire que les utilisateurs l'utilisent. Et ça, malheureusement, on n'a pas de chiffres pour pouvoir en discuter. Ceci dit, on se rend bien compte que Google est bien parti pour être dominant sur la prochaine ère de l'accès à l'information. La question, c'est est-ce que ça sera dans des proportions aussi importantes qu'aujourd'hui? Un juge fédéral américain a récemment conclu que Google détenait un monopole illégal sur la plupart des segments de la publicité. Reuters, avril 2025. Malgré cette victoire, un nouveau procès est en cours, moins médiatisé. Il pourrait décider la cession des entités en charge de la publicité chez Alphabet, la maison mère de Google. Cette activité représente 80% des revenus de Alphabet, et ce procès est donc encore plus dangereux que le précédent pour Google. Sur le marché de la publicité, il faut s'imaginer une salle d'enchères où Google est à la fois vendeur, acheteur et commissaire-priseur. Le monopole de Google sur la publicité est largement comparable à celui de la recherche. On peut dire que l'ère des jugements qui ont pour but de scinder ou de démanteler les géants de la tech semble avoir débuté.
Google, c'est le premier de la liste parce que de tous les GAFAM, c'est probablement celui qui a le plus abusé de sa position dominante. Mais en fait, partout dans le monde, les procès contre ces géants se multiplient. Pour le moment, c'est vrai que les conséquences sont mineures, mais l'attitude arrogante de ces entreprises laisse entrevoir un futur dans lequel elles vont avoir à gérer de plus en plus des contraintes législatives. La justice américaine renonce au démantèlement malgré des preuves d'abus de position dominante. Certains experts regrettent que les remèdes imposés soient insuffisants pour briser réellement la domination de Google. Alternative économique, septembre 2025. Mais alors maintenant, on peut se demander, est-ce que ça aurait été souhaitable que Google soit démantelé? Pour répondre à ça, on peut se replonger dans le procès d'AT&T. Alors, petit flashback, en 1984, AT&T est leader mondial des télécommunications et va être démantelé lors d'un procès. On casse le monopole téléphonique américain en plusieurs entités, parmi lesquelles on retrouve les 7 Baby Bells pour le réseau local, c'est-à-dire qu'on garde des entreprises AT&T, mais au lieu d'être au niveau national, elles passent au niveau local. C'est un petit peu, pour prendre un exemple français, comme si on séparait Orange en Orange Île-de-France, Orange Bourgogne, etc. Et enfin, il y a Bell Labs. Bell Labs qui donc devient orphelin. Alors Bell Labs, peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est un temple de l'innovation technologique aux États-Unis. C'est eux qui sont responsables de l'innovation des transistors, la brique de base de nos processeurs, du langage C, du système d'exploitation Unix, qui est un ancêtre de Linux et de macOS, par exemple. Ou encore, ils ont jeté les bases du protocole Internet. Bell Labs, c'est un géant de l'innovation technologique. Le résultat, à court terme, il est plutôt positif. On note une explosion de la concurrence, mais à long terme, les Baby Bells ont fini par refusionner en annulant partiellement le démantèlement. Et surtout, ça a entraîné la chute de Bell Labs, qui a perdu son rang face à Huawei, Nokia ou encore Ericsson. Ça explique en partie pourquoi aucun acteur américain majeur ne domine les télécoms mondiaux aujourd'hui. Il faut savoir que les États-Unis, ils n'ont pas leur Nokia ou ils n'ont pas leur Ericsson. Et en Europe, c'est vrai que le marché est resté diversifié et que ça a permis d'avoir une vraie concurrence. Ça a permis de tirer les prix vers le bas pour les consommateurs. Mais le problème aussi, c'est qu'avec un marché trop fragmenté, aucune entreprise européenne n'a eu la taille suffisante pour pouvoir lutter contre Huawei, le concurrent chinois. Et aujourd'hui, le secteur des télécoms en Europe se plaint régulièrement de cette fragmentation et demande des consolidations avec la crainte toujours que ce soit trop tard face aux géants chinois. Donc pour résumer, ce démantèlement de AT&T, on a cassé un château, c'est bien, mais le problème c'est que d'autres châteaux ont poussé. Et au lieu de pousser aux États-Unis, ils ont poussé en Chine. On touche ici aux objectifs des lois antitrust. Elles permettent de protéger les utilisateurs et de favoriser un système économique sain et innovant. Mais dans un monde globalisé, si certains acteurs, chinois par exemple, sont hégémoniques sur leur marché et soutenus par l'État, la crainte est de laisser la place non pas à une concurrence locale, mais plutôt à un monopole étranger hostile. Et à l'heure où les deux acteurs économiques majeurs que sont les États-Unis et la Chine semblent officiellement bouder les règles de l'OMC, la pertinence d'un modèle fondé sur la libre concurrence qui justifiait l'intervention de l'État contre les monopoles semble plus que jamais remise en cause. Alors finalement, démanteler ou pas? La recherche a tendance à montrer que les démantèlements ont tendance à stimuler l'innovation à court terme, mais à affaiblir la recherche à long terme. La meilleure stratégie serait peut-être du coup de poser le gros couteau et de sortir le scalpel. Pour faire ça, on ferait par exemple des smart cuts, c'est-à-dire des petits ajustements qui alignés sur les modèles économiques des grandes entreprises, qui permettraient un petit peu de rééquilibrer les forces. Les lois antitrust traditionnelles conçues pour les industries du XXe siècle ont du mal à prendre en compte les dynamiques de la donnée, des réseaux et de la concentration des talents qui dominent aujourd'hui les marchés numériques. Ces facteurs transforment profondément la nature même du pouvoir économique. Stanford, Informatique et concurrence. Les lois antitrust conçues au siècle dernier pour le siècle dernier ont beaucoup de mal à comprendre les réalités du XXIe siècle. L'époque des grands conglomérats est terminée.
Aujourd'hui, une entreprise comme Google est capable de faire de la rétention de talents à l'échelle d'un continent entier. Et vous en avez en fait peut-être déjà entendu parler. Peut-être que vous avez entendu parler de Meta ou Google qui font régulièrement parler dans la presse parce qu'ils emploient de nombreux ingénieurs qui sont payés des fortunes et qui en fait ne font rien. Et ces pratiques, elles ont pour but d'empêcher la concurrence de recruter ces personnes sur des secteurs clés comme l'intelligence artificielle par exemple. Et on peut dire que l'appareil législatif n'arrive pas aujourd'hui à intégrer tous ces aspects. Petite mention pour la vente de Chrome à Perplexity. Perplexity avait fait une offre de rachat si Chrome était démantelé, si Google devait se séparer de son navigateur. Ça aurait été selon moi très intéressant parce que ça aurait permis de créer artificiellement un concurrent qui soit américain et qui maîtrise tout l'arsenal autour de la recherche en ligne. Bon, on ne saura jamais ce que ça aurait donné. Moi, personnellement, j'aurais bien proposé la vente de Chrome à Stack Overflow, mais il paraît que je suis qu'un geek bizarre. Garder l'innovation vivante sans tuer la compétition, c'est tout le dilemme de ce genre de régulation antitrust et des institutions qui doivent les appliquer. Alors, est-ce qu'il aurait fallu démanteler Google? Eh bien, l'histoire nous montre que parfois il faut poser le marteau-piqueur et sortir le scalpel. Et ici, c'est ce que le juge a décidé de faire. Des petites mesures de la régulation qui devraient permettre à terme l'amorce d'une vraie concurrence. Parce qu'on parle bien que d'une amorce ici. On se rend compte que ces mesures ne vont pas permettre l'apparition d'un vrai concurrent à Google, en tout cas à court et moyen terme. Mais peut-être qu'à long terme, ça permettra d'affaiblir le monopole de Google. Ce qui est sûr, c'est que toutes les institutions ne seront pas aussi clémentes que ce juge, et il y a un vrai mouvement de fond qui vise à diminuer le monopole des GAFAM. La question, c'est est-ce que les États-Unis seront assez stratèges pour arriver à diminuer le monopole de leur champion de la technologie sans s'offrir à la Chine? Les prochaines années nous le diront. C'est le premier épisode de ce podcast. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le sujet de fond, mais aussi sur le format de ce podcast. Vos retours sont particulièrement précieux en ce début d'aventure. Le podcast va être disponible sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes comme Spotify, probablement Apple Podcast et peut-être d'autres plateformes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Merci pour votre écoute et à bientôt pour plus d'actualités tech.